Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel UFOdio. L'UFOdio, c'est de l'info UFO au format audio. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Travis Walton, le fameux cas Travis Walton. Une affaire extraordinaire qui s'est passée en 1975, qui peut ressembler sous certains aspects à l'affaire de Cergy Pontoise, sauf que depuis 1975, l'ensemble des témoins de cette histoire n'a jamais changé d'un iota leur version des faits. C'est Brice Zabel qui revient sur l'histoire dans un article pour Medium. Nous avons le plaisir de le partager avec vous. Bonne écoute. Cela fait presque 46 ans qu'un jeune bûcheron du nom de Travis Walton aurait été frappé par un faisceau de lumière bleue devant 6 collègues alors qu'il travaillait dans les forêts nationales d'Apache Sitgraves, près de la petite ville de Snowflake en Arizona. L'affaire est célèbre pour diverses raisons. L'OVNI a été vu de près par 6 personnes en plus de Walton. Walton a disparu pendant 5 jours au cours desquels ses collègues ont été soupçonnés de meurtre. Au fil des ans, Walton et le reste de l'équipe semblent avoir tous passé au détecteur de mensonges, dont certains à plusieurs reprises. C'était la première histoire d'enlèvement d'OVNI en temps réel à susciter l'intérêt de la communauté de recherche et des journalistes en même temps. Walton a décrit des extraterrestres classiques travaillant avec des humains lors de son enlèvement, alors que le temps manquant dans d'autres enlèvements était souvent mesuré en heures, l'amnésie de Walton a duré près de 125 heures. Et Hollywood en a fait un film en 1993, Fire in the Sky, qui a été un succès au box-office. Au fil des ans, des documentaires et des émissions spéciales télévisées ont été diffusés et des dizaines d'articles ont été écrits sur l'affaire. Walton lui-même est devenu un pilier du circuit de conférences OVNI avec un charisme personnel probablement lié d'une part à sa réticence apparente d'être là et à sa façon bien rodée de raconter son histoire. En fait, de nombreuses personnes dans son public l'ont entendu plusieurs fois, appréciant chaque interprétation comme s'il suivait une tournée de Grateful Dead. Ce jeune et beau bûcheron dont la vie a été fortement chamboulée en 1975 est devenu un orateur public de 64 ans dont la vie a retrouvé un sens grâce à son enlèvement. Il a conservé cette moustache et ses cheveux un peu trop rougeâtres, oui, mais il a surtout gardé sa décence et ses manières. Cela fait presque 50 ans, 5 longues décennies, et cette histoire reste passionnante. C'est une histoire de rêve pour un journaliste dans son pur sensationnalisme. Soit les ovnis étaient réels et attrapaient des gens en l'air et les kidnappaient, soit une poignée de jeunes hommes dans les forêts de l'Arizona venaient de commettre un meurtre et essayaient de le dissimuler. D'un point de vue des rapports, c'était une affaire gagnant-gagnant. Les histoires d'ovnis, comme nous le savons tous maintenant, en particulier les cas d'enlèvement, passent rarement par une couverture médiatique grand public. Celui-ci l'a fait. C'était incroyable parce que cela se passait en temps réel et parce que le National Enquirer alimentait le suspense avec une couverture régulièrement mise à jour. Dès le début, il a été étudié par l'organisation de recherche sur les phénomènes aériens, APRO, et a fait vibrer les ufologues. Des autorités comme le célèbre Allen Hynek ont pensé que c'était un bon cas, et des sceptiques comme le tristement célèbre Philip J. Klass a dit que tout n'était que mensonge. On aimait ou on détestait l'affaire, mais personne n'était indifférent. Ce qui a mis l'affaire sur les rails, cependant, c'est le fait que pendant les 5 jours de la disparition de Travis Walton, cela ressemblait de plus en plus à une affaire de meurtre. Lorsque Walton a finalement réapparu, les cartes ont été totalement rebattues. Certains pensaient que c'était peut-être la rencontre d'OVNI la plus importante jamais vue. D'autres étaient convaincus qu'il s'agissait d'une arnaque historique d'une complexité sans précédent. Lorsque l'affaire de Walton a éclaté, j'étais le présentateur de nouvelles du matin pour KZEL-FM à Eugene, Oregon, encore à l'université, et c'était mon premier emploi dans le journalisme. Tout a commencé pour moi lorsque des dépêches ont commencé à tomber sur la machine à fil Associated Press que nous gardions dans un placard. Ma station de radio FM était un élément de contre-culture dans la communauté, c'est-à-dire que mon auditoire pensait déjà que le gouvernement avait menti. Il pensait que le gouvernement mentait à propos de l'assassinat de Kennedy et de la guerre du Vietnam, qu'il savait que Nixon avait menti à propos du Watergate, et donc un bon nombre de personnes qui écoutaient notre émission Daybreak pensaient que le gouvernement mentait probablement aussi sur les ovnis.
Après que l'histoire initiale ait éclaté, le service de nouvelles Zodiac, basé à San Francisco, a adopté le cas et a fourni des mises à jour régulières. J'ai lu chacune d'elles à mon public du début à la fin. C'est à cette époque que mon propre intérêt pour le phénomène a vraiment décollé, inextricablement lié à cet Arizonien robuste avec l'histoire la plus folle que j'ai jamais entendue, entouré d'amis qui prétendaient dire la vérité. C'était le mercredi 5 novembre 1975. Après une dure journée de travaux forestiers éreintants, Travis Walton et 6 autres bûcherons rentraient chez eux. À l'époque, Walton avait 22 ans, il aimait les arts martiaux, le rodéo et les muscle cars. Walton vivait dans une petite ville appelée Snowflake, dans l'est de l'Arizona, à 45 minutes de route de la forêt nationale d'Apache-Seagraves, où il travaillait en équipe sur un contrat pour le US Forest Service. Le travail consistait à éclaircir près de 100 acres d'arbres endommagés. Outre Travis, l'équipage comprenait son chef, Michael Rogers, ainsi que Kenneth Peterson, Allen Dallis, John Goulette, Dwayne Schmidt et Steve Pierce. Ils travaillaient ensemble, mais à part Travis et Mike, ils n'étaient pas des amis proches. Vers 18h, ils ont arrêté leur travail, ont sauté dans le camion et ont commencé le long trajet vers le bas de la montagne. Travis a été le premier à voir une étrange lumière devant lui. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de prendre pour argent comptant la parole de Travis Walton pour cette partie. 6 autres hommes ont vu la même chose. Ils n'étaient pas sûrs de ce que c'était, peut-être des phares ou un feu de camp, mais c'était brillant comme l'enfer, la lumière se répandant sur la route à travers les arbres. Ils l'ont rattrapé. À 30 mètres de la route se trouvait un ovni, ne bougeant pas, planant juste au-dessus d'un tas d'arbres coupés, complètement silencieux. Pour compléter l'image, il a été décrit comme 2 assiettes à tarte collées ensemble avec un bol à l'envers sur le dessus. C'est là que ça devient bizarre. Walton commence à marcher vers cet objet étrange, les gars lui crient dessus, lui disent de revenir, mais il est comme un papillon de nuit attiré par une flamme. Walton, c'était un disque métallique et lumineux produisant des sons très étranges. Plus je m'approchais, plus l'équipe avait peur et il me demandait de m'éloigner de là, et quand je me suis approché, ça s'est soudainement fait plus fort et ça a commencé à bouger. Bientôt, il est sous cette fichue chose. Maintenant, elle fait des sons comme un moteur qui démarre, vacillant comme une toupie. Walton, j'ai sauté pour me mettre à couvert, puis j'ai couru pour retourner au camion, et c'est à ce moment-là que cette explosion d'énergie m'a frappé, et j'ai juste senti ce choc engourdissant traverser mon corps. Mais les gars m'ont dit que cela m'avait jeté dans les airs de 10 ou 20 pieds, et j'ai atterri d'une telle manière qu'ils étaient certains que cela m'avait tué, et ils ont pris la fuite. Ces 6 amis courent comme des lapins effrayés dans leur camion, laissant leur ami qu'ils pensent probablement mort. Mais ils s'arrêtent sur la route et après une dispute hystérique dans le camion, Mike Rogers dit qu'il rentre avec ou sans les autres. Ils sont tous revenus. Quand ils arrivent cependant, Walton est parti. Il recherche pendant 20 minutes. Rien. Travis Walton est maintenant dans l'aventure de sa vie, mais il en va de même pour ses 6 amis qui deviendront suspects de meurtre dès qu'ils signaleront aux autorités que Travis a disparu. Walton a affirmé qu'il s'était réveillé dans une chambre blanche ressemblant à un hôpital, examiné par 3 petits êtres sans poils, vêtus de vêtements bleus moulants. Richard Dolan, dans ses OVNIs et l'état de la sécurité nationale, résume ce que Walton a raconté. Je cite, « Il essaya de leur parler, mais ils n'émirent aucun son. Quand il s'est déplacé pour se lever, ils ont essayé de le maintenir, et il en a balancé un. Ces créatures ont simplement quitté la pièce. Walton se leva alors et entra dans une autre pièce qui contenait une chaise. Il s'assit dedans et appuya sur des boutons sur les bras, à tel point qu'un plafond glissa vers l'arrière et il put voir les étoiles. Un être portant un casque est entré dans la pièce, a souri et l'a escorté silencieusement dans une grande pièce où il a vu un vaisseau spatial stationné. Un appareil comme un masque à oxygène a été placé sur son visage par des personnes d'apparence humaine et aux cheveux longs. Voici comment Travis Walton a décrit le premier groupe d'êtres, les types d'extraterrestres qui l'ont enlevé avant que les types humains ne se présentent. Je cite, « Ils mesuraient un peu moins de 5 pieds. Leurs os minces étaient recouverts d'une chair blanche d'aspect guimauve. Quand ils ont tendu leurs mains vers moi, j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas d'ongles. Leurs mains étaient petites, délicates et sans poils sur le dos. Leurs doigts fins et ronds semblaient lisses et sans plis. » Walton a affirmé qu'il ne se souvenait plus de rien d'autre jusqu'à ce qu'il se retrouve à marcher le long d'une autoroute 5 jours plus tard près de la ville de Heber, avec l'OVNI partant au-dessus de lui.
Il y a beaucoup de passages au détecteur de mensonges dans ce cas et pas le temps dans un seul article pour tout parcourir. Alors expliquons simplement ce qui s'est passé avec le premier. Cela s'est passé le lundi 10 novembre. Rappelez-vous que Travis Walton a disparu depuis le mercredi 5 novembre. À ce stade, les médias sont nombreux et hystériques et les habitants de la ville pensent qu'il pourrait avoir un meurtre sur les bras. Il s'est donc avéré que C. Gilson, du ministère de la Sécurité publique de l'Arizona, a été invité à faire des tests polygraphiques aux 6 membres de l'équipe. L'un d'eux, Ellen Dallis, avait un casier judiciaire et n'a pas terminé le sien. Les 5 autres l'ont fait. Gilson a déclaré que les résultats étaient concluants. Je cite, « Ces examens polygraphiques prouvent que ces 5 hommes ont vu un objet qu'ils pensent être un ovni et que Travis Walton n'a été blessé ou assassiné par aucun de ces hommes ce mercredi. Il ne fait aucun doute qu'ils disent la vérité. » Cette nuit-là, vers minuit, Travis Walton est réapparu. L'Amérique était un pays profondément instable à la fin de 1975, vivant une période de transition. La guerre du Vietnam venait de se terminer le 30 avril par une amère défaite. Nixon avait démissionné l'année précédente, chassé de ses fonctions par le Watergate. Même Petty Hearst avait été arrêté à peine 2 mois avant que Travis ne soit embarqué. La gueule de bois du pays a continué avec l'inflation, le chômage et bien sûr une guerre froide qui menaçait toujours de mettre fin au monde dans une guerre nucléaire. Il n'est pas étonnant que Travis Walton et son équipe aimaient sortir dans les bois et s'éloigner de tout ça. La plupart des gens en 75 ne pensaient pas beaucoup aux ovnis, à moins d'en avoir vu un eux-mêmes, et même alors, la plupart d'entre eux l'ont simplement évacué et ont continué leur vie. À peine 6 ans plus tôt, l'armée de l'air avait arrêté le projet Blue Book, disant à tout le monde « circulez, il n'y a rien à voir », et déclarant qu'il n'y avait pas de preuves solides et en tout cas aucune menace pour la sécurité nationale. Les médias à l'époque, s'ils couvraient des ovnis, se moquaient généralement du sujet, voyant les gens qui en voyaient comme ivres, fous ou simplement étant de gros menteurs. Et pourtant, les gens ordinaires les voyaient au moins par centaines de milliers, et c'est là qu'on prenait une bonne part de flics, de pilotes et de militaires. Dans le même temps, l'astronome des médias, Carl Sagan, était régulièrement sur The Tonight Show, nous assurant que, même s'il pensait qu'il y avait des milliards et des milliards de planètes avec de la vie dessus, il était absolument impossible qu'ils puissent traverser l'immensité de l'espace pour arriver ici. C'était donc bien assez pour la plupart des gens. Le monde officiel a nié les ovnis et ridiculisé les gens qui croyaient en eux. 1975 en particulier a vu des violations importantes de l'espace aérien militaire ici aux États-Unis qui ont en fait culminé en même temps que l'affaire Walton. Il s'agissait d'intrusions à proximité de sites nucléaires comme la base aérienne de Malmstrom au Montana et la base aérienne de Loring dans le Maine. Mais il y avait aussi de plus en plus de rapports d'hélicoptères noirs et de mutilations d'animaux en relation avec les observations d'ovnis. Revenez aux journaux de l'époque et vous trouverez des comptes rendus du gouverneur du Colorado plaidant pour des enquêtes plus actives de la part du FBI, affirmant qu'il n'était plus possible de blâmer les prédateurs pour ces mutilations. Il y avait d'autres rapports de cas d'enlèvement en 1975 avant l'affaire Travis Walton. Ce n'était pas le premier et ce n'était même pas le premier cette année-là. C'était tout simplement le meilleur cas, de loin, basé sur les témoins et la documentation de leur déposition. Bien que le cas d'enlèvement de Betty et Barney Hill de 1961 soit probablement le cas le plus célèbre, l'expérience de Travis Walton est le cas d'enlèvement d'OVNI le mieux documenté de tous les temps. C'est une sacrée histoire. L'affaire Betty et Barney Hill a pris 4 ans avant qu'elle ne soit portée à l'attention du public. L'affaire Walton se déroulait en temps réel. D'une certaine manière, vous devez voir le cas de Walton comme le premier enlèvement moderne en raison de la rapidité avec laquelle les journaux l'ont présenté au public, avec presque aucun temps de latence. Alors plus lent qu'Internet aujourd'hui, bien sûr, mais plus rapide que tout ce qui était arrivé jusque-là. L'affaire Hill avait jusqu'à présent été considérée comme un incident, ponctuel et isolé. Même parmi les ufologues, les enlèvements n'étaient pas censés être si courants. Vient ensuite l'affaire Travis Walton qui dit « pas si vite ». Les affaires se renforçaient mutuellement. Si Betty et Barney Hill étaient vraiment enlevés par des extraterrestres, il devenait plus probable que Travis Walton dise la vérité. Et si le cas de Walton était réel, il donnait une validité supplémentaire à l'affaire Hill. À ce jour, on en parle souvent dans le même contexte. Bien que l'affaire Hill ait ses propres problèmes, la question à propos de l'affaire Walton est la suivante. Est-ce que cela s'est vraiment produit ou cette personne ont-elles inventé, réussi des tests de détection de mensonges et s'en sont-elles tenues à leur histoire pendant près de 5 décennies? Alors il y a d'abord eu le livre, le propre récit de Walton en 1978, The Walton Experience.
le seul livre à ce jour exclusivement consacré à ce cas extraordinaire. Sa dernière publication utilise le titre du film Fire in the Sky. Ah, ce film controversé. Il a été réalisé en 1993, au tout début de l'administration Clinton. Voici une coïncidence pour vous. Au même moment où Bill Clinton demandait à son copain Webster Hubbell, son associé et procureur général, de se pencher sur la question des ovnis pour lui, le film était rendu public et Clinton l'a sans doute vu. C'était pas une production marginale, il a été publié par Paramount Pictures, le rédacteur en chef Robert Lieberman et l'écrivain Tracy Torm avaient de l'expérience dans leur travail. Ils mettaient en vedette D.B. Sweeney, qui offre une excellente performance en tant que Travis Walton, et le fiable James Gardner en tant que sceptique shérif Marlin Gillespie. Les gens qui l'ont vu ont généralement aimé le film et ce fut un succès modeste au box-office. Il a plutôt bien vieilli, apparaissant le plus souvent comme une option de streaming, plus récemment je crois, sur Netflix. Alors qu'il était courageux à Hollywood de faire un film de l'affaire Travis Walton, il est important de se rappeler qu'il fabriquait un produit de divertissement, un long métrage avec lesquels il voulait vendre des billets. Ce n'était pas un documentaire. L'écrivain Tracy Torm connaissait chaque détail de l'affaire d'enlèvement, y compris tous les détails dont Travis pouvait se souvenir quant à ce qui s'était passé à bord de ce vaisseau. En fait, il a inscrit cette version de l'enlèvement dans le projet qu'il a soumis. Le problème était que d'autres voix impliquées dans la production trouvaient le récit de Walton déroutant. Pire encore, ils pensaient en fait qu'il était ennuyeux. Selon les rapports, les dirigeants de Paramount ont estimé que c'était trop flou et trop similaire à d'autres rencontres rapprochées télévisées, alors ils ont exigé et obtenu une affaire d'enlèvement plus flashy, plus provocante. Tracy a eu essentiellement le choix. Changer la séquence d'enlèvement ou le studio trouverait un écrivain qui avait moins de scrupules à le faire. Travis voulait que Tracy reste sur le film. Tracy a estimé que rester sur le film était essentiel pour protéger d'autres parties de l'histoire, donc les changements ont été apportés. En tant que spectateur, c'est l'un des enlèvements extraterrestres les plus effrayants et les plus magnifiquement réalisés que j'ai jamais vus. C'était vraiment extraterrestre. Le critique de cinéma, Roger Ebert, par exemple, en était un grand fan. Cela me fait encore frissonner tellement cela semblait réel. Mais est-ce que c'est ce qui s'est passé ? Non. Pour cela, il faut écouter Travis Walton, lire son livre ou regarder son documentaire. La plupart des sceptiques ne croient pas aux ovnis en premier lieu. Ils peuvent accepter qu'il existe une technologie exotique qui vole dans nos cieux, mais ils pensent qu'elle est fabriquée localement et non depuis l'espace. Donc, s'ils ont du mal à accepter même la possibilité d'une visite extraterrestre, vous pouvez simplement imaginer comment leur esprit résiste à l'idée d'enlèvement physique d'êtres humains par des extraterrestres. Bien entendu, cette affaire représentait un défi unique. 7 témoins différents de la même chose, aucun motif de mentir, et des tests de détecteurs de mensonges que tout le monde a réussi. Que faire ? Les sceptiques, notamment Philip J. Klass, ont transformé l'affaire Walton en une vaste conspiration. Klass considérait l'histoire de Walton comme un canular perpétré à des fins de gains financiers et découvrit de nombreuses divergences dans les récits de Walton et de ses collègues. Il a également soutenu que les tests polygraphiques avaient été mal effectués et que Walton avait utilisé des contre-mesures comme retenir sa respiration pendant le polygraphe. En plus d'essayer de saper les tests du détecteur de mensonges, Klass a basé son attaque sur une coïncidence qui est en fait tout à fait vraie, à savoir que NBC TV avait diffusé un film juste 2 semaines avant l'observation de Walton et qu'il s'agissait d'enlèvement extraterrestre. Le film The UFO Incident parlait de cet autre grand cas d'enlèvement, le cas de Betty et Barney Hill du New Hampshire, et il mettait en vedette James Earl Jones et Estelle Paulson. Ce n'est pas un bon film selon les normes d'aujourd'hui, mais il montre des gens conduits dans une soucoupe volante et subissant des expériences médicales contre leur volonté par des extraterrestres qui ressemblent aux gris dont nous entendons tant parler aujourd'hui. Travis Walton dit qu'il n'a jamais vu le film, mais c'est impossible de le savoir avec certitude. Personnellement, je pense que Travis est un honnête homme, je le prends au mot. Les critiques ont laissé entendre que ce film aurait mis l'idée dans la tête de Travis et de ses collègues de dire qu'ils avaient vu un ovni et que Travis avait été enlevé. Cela signifierait que voir un film sur un tueur en série pourrait amener un spectateur à inventer des histoires sur le fait d'être un meurtrier. Dans tous les cas, cela implique que 7 personnes acceptent de garder un secret qui fait que 6 d'entre elles ressemblent à des meurtriers et de le faire pour pas grand-chose. À peine croyable.
Ils avaient donc besoin d'un mobile pour ce crime. Class a ensuite proposé la théorie selon laquelle le chef d'équipe, Mike Rogers, était en retard sur son contrat avec le US Forest Service et qu'un enlèvement d'OVNI au milieu du calendrier pourrait leur faire gagner du temps. Si tout cela est le cas, bien sûr cela signifie que cette conspiration a tenu pendant près de 50 ans sans aucune fissure par aucun des hommes et que tous étaient de magnifiques menteurs. L'affaire Travis Walton est devenue la porte d'entrée du phénomène d'enlèvement qui a été perçu au cours de la décennie suivante comme un problème réel, un problème qui se produisait pas seulement pour quelques personnes, mais pour des centaines, peut-être des milliers, peut-être même plus que cela. L'affaire Walton est importante pour une autre raison, cependant, une raison pour laquelle elle ne reçoit pas beaucoup de crédit. Abstraction faite de l'élément d'enlèvement, la réalité est que cette personne, des personnes inconnues pour mentir, des personnes avec des familles et des amis, toutes connues dans leur communauté, se sont toutes manifestées pour dire qu'elles avaient vu un ovni de près et personnellement. Ces hommes ont tous passé des tests de détecteurs de mensonges et ils l'ont fait dans le feu de l'affaire et après, et leur histoire n'a pas changé depuis qu'ils l'ont racontée. D'un autre côté, nous n'avons pas qu'un seul témoin de ce qui est arrivé à Travis Walton pendant ces 5 jours, nous en avons 7. Même si Walton n'avait pas été enlevé, ce serait toujours un cas important. L'affaire reste d'actualité aujourd'hui car nos esprits ont été ouverts sur le sujet par l'actualité. Nous avons maintenant des vidéos de la Navy, des témoignages de pilotes et le comité sénatorial du renseignement a exigé un rapport UAP. Le consensus qui s'est dégagé est que les ovnis sont réels, nous ne les fabriquons pas et nous avons besoin de réponses. Les soucoupes volantes puis les ovnis, maintenant UAP, existent depuis au moins 75 ans. Certaines de ces réponses figurent sans aucun doute dans les archives historiques. Si les ovnis sont réels et que Travis Walton et d'autres personnes enlevées ont dit la vérité, alors nous pouvons avoir un problème sur les bras que nous ignorons depuis trop longtemps. Lorsque les politiques auront des auditions du Congrès dans un proche avenir sur le sujet, après avoir interviewé les pilotes, les généraux de l'armée de l'air et de la Navy, la communauté du renseignement américain et tous les autres responsables, ils devraient réserver un peu de temps pour entendre Travis Walton raconter son histoire. Finalement, il revient aux témoins oculaires des êtres humains faillibles de se défendre pour le reste de leur vie. Soit ils ont subi quelque chose d'extrême et d'horrible, soit ils mentent pour attirer l'attention. Le public débat et ne parvient jamais à un consensus. C'est pourtant un bon cas. Le discours de Travis Walton aux conférences OVNI est maintenant répété et, à l'entendre le dire, convaincant. Pourtant, les sceptiques ne seront jamais convaincus. C'est une impasse, comme tous ces cas peuvent l'être. Au fil des années, depuis ce matin à Eugène, où j'étais journaliste à la radio, qui a couvert le cas tel qu'il s'est déroulé jusqu'à aujourd'hui, j'ai étudié l'histoire de Travis Walton en profondeur. J'ai lu le livre, je l'ai rencontré personnellement, écouté ses interviews, regardé les documentaires, examiné les données polygraphiques et écouté les sceptiques. Je ne peux rien faire de plus. À mon avis, il est plus probable que cette histoire soit arrivée à Travis Walton plutôt que lui et ses collègues mentent à ce sujet depuis 1975. Si tel est le cas, nous avons beaucoup à apprendre sur le monde dans lequel nous vivons et sur la réalité qui nous entoure.